Monique Moundopchi, professeure émérite de l'Université catholique de Louvain, membre de l'Académie royale de Belgique. Les territoires de l'âge d'or, de l'Antiquité à l'ère du tourisme planétaire, Dreux, 2020. Histoire des idées et critique littéraire, volume 511. Introduction générale. Lu et enregistré par Charlotte Simonin. Il est toujours bien difficile d'admettre qu'un beau rêve soit complètement évanoui, et encore davantage dans le temps de prédilection du merveilleux, comme ceux de l'Antiquité. On repoussa donc désespérément l'idée que l'âge d'or pût être définitivement révolu, et on se berça même d'abord de la pensée qu'il existait encore, en faveur de certains êtres privilégiés disparus, ou de quelques peuples lointains choyés par la fortune. André Neyton. Maior elonginquo reverentia. L'éloignement des pays répare en quelque sorte la trop grande proximité des temps, car le peuple ne met guère de différence entre ce qui est, si j'ose ainsi parler, à 1000 ans de lui, et ce qui en est à 1000 lieues. Racine. Le présent ouvrage constitue l'aboutissement d'un cours sur un sujet qui a passionné pendant plusieurs années mes étudiants comme moi-même, à savoir les voyages lointains et les pays du bout du monde dans l'imaginaire grec, ainsi que leur survie dans la culture occidentale. Très rapidement, j'ai été confronté au rapprochement que des historiens de la civilisation antique opéraient entre certains confins de la terre, décrits de façon tout à fait positive, et l'autrefois heureux de l'âge d'or. Pouvait-on dès lors supposer, avec André Neyton, que les anciens, désireux de poursuivre un rêve rendu inaccessible en raison du temps écoulé, avaient ancré celui-ci dans un espace quasiment tout aussi lointain? Et même s'ils savaient que ce rêve était condamné à n'être qu'un rêve, son maintien n'ouvrait-il pas la porte à l'imagination créatrice, qui permettait, selon Racine, de transfigurer un environnement réel en horizon onirique, et d'héroïser ou idéaliser des personnages et des peuples exotiques bien concrets. Ainsi me vint le projet de repérer et d'analyser les territoires de l'âge d'or, cadre naturel et habitants, tels qu'ils avaient été conçus ou suggérés durant l'Antiquité gréco-latine, et ceux qui avaient émergé ensuite sous l'influence d'un héritage ayant marqué durablement la pensée et l'imaginaire de l'Occident. Ce projet s'est accompagné d'un questionnement sur le processus qui faisait passer du temps lointain à l'espace lointain. Certes, l'un et l'autre produisaient les mêmes effets selon une pensée antique que partagèrent les hommes de la Renaissance et de nombreux lettrés et écrivains jusqu'à une période récente. Mais qu'en est-il aujourd'hui, depuis que la Terre est dûment cartographiée et qu'il n'y reste que quelques rares arpents à conserver une faible dose d'inconnu? Mes ambitions étant vastes et la matière immense, j'ai imposé d'emblée des limites strictes à mon enquête. D'abord, je n'ai tenu compte que des textes établissant explicitement un lien entre le temps de l'âge d'or et des contrées réelles, mythiques ou fictives. Sans doute suis-je ainsi passé à côté de textes susceptibles d'évoquer celui-ci sans le désigner par son nom. En revanche, j'ai échappé de cette façon à une double tentation. D'une part, celle de faire dire au texte plus que ce qu'il voulait dire et de déduire de constats partiels une assimilation qui ne s'imposait pas. D'autre part, celle d'opérer a priori des rapprochements ou des fusions avec des concepts apparentés qui se rapportent également à des temps et à des lieux idylliques, tels le paradis terrestre, l'utopie, le pays de Cocagne et l'Arcadie. L'analyse du corpus des textes a justifié a posteriori ma réserve, les références retenues privilégiant l'association avec le paradis terrestre et contenant de rares allusions explicites à l'utopie. Ensuite, je me suis intéressé uniquement à 4 périodes de notre histoire en me fondant sur leur approche spécifique des peuples dits premiers et d'une nature quasiment vierge. Il fallait commencer l'enquête par une étude approfondie des textes transmis par l'Antiquité à propos du mythe de l'âge d'or, même s'ils ne reflétaient pas un contact direct avec des populations incarnant strictement une vie exempte de technique et d'artificialité.
car il constituait le socle sur lequel l'Occident a construit ses diverses représentations de l'âge d'or temporel et de l'âge d'or géographique durant des siècles. C'est pourquoi 2 chapitres leur ont été consacrés. La découverte de l'Amérique s'est imposée à travers la rencontre inaugurale des Hispaniques avec les Indiens des Caraïbes, mi-cueilleurs, mi-pêcheurs, qui ont inspiré les premières assimilations de ceux-ci avec l'humanité de l'âge d'or, comme nous le verrons dans le 3e chapitre. Alors que l'idéalisation de la nature et des Indiens du Nouveau Monde avait quasiment disparu au XVIIIe siècle, la découverte de Tahiti réalimenta et renouvela le rêve d'âge d'or selon des modalités qui seront analysées dans le 4e chapitre. Dans une perspective semblable, même si elle est devenue mercantile, les destinations lointaines du tourisme globalisé de la fin du XXe siècle et d'aujourd'hui sont promues à travers des références explicites et sous-jacentes au bonheur d'autrefois, dont les ingrédients réactualisent le rêve d'âge d'or, comme nous l'observerons dans le 5e chapitre. Il m'a fallu également résoudre ce qui risquait de déboucher sur une aporie. Étant donné que mon sujet portait sur les territoires de l'âge d'or, pouvais-je me contenter d'étudier ceci et de faire l'impasse sur le temps de l'âge d'or, maintenu en de tels lieux? Pouvais-je m'abstenir d'analyser ce temps qui avait inspiré des multiples descriptions et illustrations durant l'Antiquité et au cours des différentes périodes de l'histoire de l'Occident, en ce compris les nombreux ouvrages et articles qui avaient tenté d'en décrypter le sens et d'en mesurer l'impact? La réponse était évidemment négative. Mais s'ensuivait immédiatement une autre question. Jusqu'où poussait l'analyse de cette autrefois révolue, en particulier chez les anciens, qui méritaient une attention privilégiée? Parce que nous nous rattachons à leur tradition pour évoquer un mythe attesté dans d'autres civilisations. Il m'a dès lors paru judicieux de réserver un traitement spécifique, d'une part, à l'âge d'or temporel des anciens, d'autre part, à sa réception aux 3 autres périodes de l'histoire que j'ai choisi d'étudier. Conformément au projet de ce livre, j'ai tenu à mettre en évidence, dans les textes grecs et latins traitant de l'âge d'or temporel, l'environnement privilégié et les mœurs exemplaires des humains vivant en ce temps-là. Parce qu'ils étaient, plus que d'autres, susceptibles de se retrouver dans les évocations de territoires de l'âge d'or et de les constituer en archétypes. Mais je me suis efforcé parallèlement de rendre compte, à travers les perspectives ouvertes par des travaux originaux de notre époque, de la complexité initiale du mythe, parce qu'elle en explique la malléabilité, observable dès le début dans sa transmission multiséculaire. Or, cette malléabilité autorise au fil du temps l'oubli de certaines caractéristiques et la création de nouvelles, telle l'association de plus en plus fréquente avec la vie menée par Adam et Ève au paradis terrestre. Elle était donc susceptible d'influencer la représentation de l'âge d'or géographique au cours de l'histoire. En ce qui concerne les périodes ultérieures, je me suis contenté de dégager les grandes lignes de la réception du mythe de l'âge d'or temporel, dont les permanences et les mutations ont été soulignées. Ainsi ai-je pu contextualiser les descriptions de territoires de l'âge d'or et mettre en évidence les points communs et les différences entre l'âge d'or temporel et l'âge d'or géographique. Cette dernière tâche m'a été facilitée par les ouvrages et articles, la plupart très riches, d'Elisabeth Armstrong, Jean Delumeau, Paul-Augustin de Prost, Georges Minois, Elinor Miarak-Elif, André de la Porte et Alain Corbin, à l'égard desquels ma dette est immense. La constitution du corpus de textes rassemblés selon ces principes est le fruit de lectures tous azimuts et d'informations fournies par la bibliographie sur le sujet, en particulier les ouvrages que je viens de mentionner. J'ai également profité, chaque fois que c'était possible, des outils permettant d'interroger les versions numérisées de livres anciens et les index des éditions non numérisées pour autant qu'ils aient existé. Du fait de mon ancrage personnel, il m'a été plus facile de trouver des références dans les textes géographiques et littéraires de la francophonie, dans les textes latins de la République des Lettres et dans les rapports tant anglais que français sur les premières escales à Tahiti. Néanmoins, je me suis efforcé d'intégrer des textes d'horizons divers qui ne provenaient pas uniquement de l'Europe latine, mais qui avaient été influencés par elle, tels par exemple les allusions à des territoires de l'âge d'or faites par Dostoïevski. Reconnaissons tout de suite
que cette recherche fut infiniment plus compliquée que celle que j'ai menée antérieurement à propos de l'Ultima Thule. Les occurrences d'un toponyme se laissant plus aisément repérer que celles d'une représentation signifiée par diverses locutions, âge d'or, âge de Chronos, Saturne, premier temps, et leurs équivalents latins, anglais, italien, espagnol, etc. Je le confesse. Et simultas quio plura ignoro. J'ai certes rassemblé beaucoup d'extraits d'œuvres différentes couvrant des préoccupations et des disciplines distinctes, ce qui m'a permis de préciser, je pense de façon suffisamment convaincante, les significations du mythe de l'âge d'or géographique, d'en distinguer le noyau dur et les variations dues aux circonstances, puis d'en retracer l'évolution. Cependant, je suis inévitablement passé à côté de beaucoup d'autres. J'ose néanmoins espérer qu'il ne m'en sera pas tenu rigueur dans la mesure où je puis me recommander de Raymond Trousson, confronté à ce problème de l'exhaustivité dans sa remarquable étude du thème de Prométhée dans la littérature européenne. Ce savant éminent rappelait en effet que les dénombrements ne sont pas des fins, mais seulement des moyens, et qu'au-delà d'un certain seuil, ils perdent leur sens s'ils ne contribuent pas à élargir l'éventail des significations. Il me reste à préciser le sens que je confère au terme mythe, employé tout au long de mes analyses, car il suscite de nombreuses interprétations et discussions chez les spécialistes. J'en ai retenu deux qui me paraissent convenir aux évocations de l'âge d'or dans ses dimensions temporelles et géographiques. La première est fournie par Raoul Girardet, qui reprend en l'adaptant celle de Mircea Eliade. Le mythe doit être conçu comme un récit qui se réfère au passé, mais qui conserve dans le présent une valeur éminemment explicative dans la mesure où il éclaire et justifie certaines péripéties du destin de l'homme ou certaines formes d'organisation sociale. Si l'on se penche sur le mythe des races ou des âges, auquel appartient la race ou l'âge d'or, celui-ci raconte en effet, conformément à cette définition, ce que fut la vie des premiers hommes, présenté comme un archétype idéal qu'on désire atteindre. Et il a en même temps une fonction didactique qui évolue au fil du temps, car il souligne au départ l'importance de la justice en soi, puis les maux dont souffre l'homme du temps présent à cause d'une déchéance ou d'une faute. Le récit ne comporte cependant pas de héros, Chronos Saturne et Zeus Jupiter n'y jouant qu'un rôle secondaire. Ainsi qu'Elinor Meharak Leaf l'observe judicieusement, c'est l'humanité qui y tient le rôle principal. La seconde, empruntée à Raymond Trousson, lui est complémentaire. Le mythe est une représentation symbolique d'une situation humaine exemplaire. Cependant, pour qu'il garde sa valeur, il lui faut l'ensemble d'un contexte religieux et de tabous sociaux auquel il permet, précisément, d'échapper par l'abstrait. Ce contexte religieux disparaît parfois très vite et le mythe symbolique devient alors un thème dont s'empare la littérature. Elle m'a toutefois posé problème. En effet, si l'on considère que le texte fondateur d'Hésiode est déjà un mythe retravaillé par un auteur en fonction d'un contexte particulier, même si le message délivré transcende celui-ci, on pourrait considérer que l'âge d'or, inscrit dès le départ dans une œuvre littéraire, est un thème plutôt qu'un mythe. Néanmoins, j'ai considéré que je pouvais continuer à parler de mythe en m'appuyant sur la définition fournie par Raymond Trousson. Car l'âge d'or maintient globalement sa relation au sacré, ou à tout le moins sa fonction symbolique de situation exemplaire durant l'Antiquité gréco-romaine. Ensuite, au moment où il est sur le point de perdre ce lien et cette fonction dans une civilisation désormais marquée par le christianisme, il les retrouve grâce à son association de plus en plus étroite, puis son interchangeabilité avec le paradis terrestre. Le caractère sacré et l'exemplarité de ce dernier ne peuvent, de fait, être contestés sans risque, et ne disparaissent pas totalement en ce début du XXIe siècle, pourtant largement déchristianisé et laïcisé, comme je le montrerai dans le chapitre traitant du tourisme. Il existe néanmoins, et ce dès l'Antiquité, des emplois manifestement abstraits, aptes à transformer le mythe en thème selon la définition de Raymond Trousson. Ils sont toutefois restés minoritaires jusqu'à une époque très récente. Signalons encore qu'en raison de ce choix, j'ai préféré parler de motifs, nom qui désigne en anthropologie culturelle des éléments récurrents dans des traditions d'un groupe humain, plutôt que de thèmes, au sens courant du terme, pour évoquer les caractéristiques archétypales de l'âge d'or temporel et géographique. Au moment où j'abandonne mon livre à son sort,
je me remémore les étapes d'une recherche et d'une mise au point parfois ardue, notamment en raison des longues périodes d'interruption dues à l'accomplissement d'autres tâches, et les souffrances liées à l'exercice de l'écriture. Mais je me rappelle aussi qu'au cours de son élaboration et de sa rédaction, il m'a fait abondamment rêver. Maintenant qu'il est achevé, j'espère qu'il en fera rêver beaucoup d'autres.